ophtalmologiste spécialisé en chirurgie de la cataracte et de la réfractive, cofondateur de l'Institut Voltaire et de l'ONG Terre d'Ophtalmo, fondateur également du podcast Ophtalmo, je reçois aujourd'hui le docteur Camille Rambaud. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert saison 2. Nous allons aujourd'hui découvrir son parcours de médecin, mais également nous intéresser à son investissement dans l'humanitaire. Enfin, nous verrons comment et pourquoi il est devenu podcasteur. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Je lance l'enregistrement. Voilà, tout est OK. Docteur Rambaud, bonjour, merci d'être là pour ce nouveau podcast. Bonjour Sébastien. Comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter à notre audience. Alors je suis Camille Rambaud, je suis médecin ophtalmologue à Paris. J'ai plusieurs activités. J'ai co-créé avec le docteur Nicolo l'Institut Voltaire, qui est un institut dédié à la chirurgie réfractive au laser. Je suis également président d'une ONG qui s'appelle Terre d'Ophtalmo. Et je travaille avec le groupement Retinax en consultation à Paris. Et voilà, c'est à peu près tout. D'accord, très bien. Alors d'abord, votre activité de chirurgien. Déjà, une question que je n'ai pas posée depuis un petit moment. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'ophtalmologie quand vous avez eu votre classement, donc votre très bon classement? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi chirurgie esthétique, radiologie? Alors en fait, c'était un choix un peu complexe. Moi, je voulais faire du médico-chirurgical, donc je voulais quelque chose qui soit à la fois médical et chirurgical. Donc j'ai essayé d'abord l'urologie, ça m'a pas beaucoup plu. J'ai fait un semestre. J'ai fait ensuite de l'ORL, ça m'a pas beaucoup plu non plus. Et puis je suis arrivé en ophtalmologie. Là, ça a été vraiment le coup de foudre. J'ai trouvé ça super. Il y a vraiment de la médecine de pointe. Il y a aussi de la chirurgie de pointe, et c'est une spécialité qui est très complète. Bon après, il y a accessoirement, c'est une spécialité où il y a peu de garde. C'est un confort de vie agréable. Donc, ça m'a beaucoup plu, pour tous les aspects, quoi. D'accord, très bien. Donc on le disait, vous le disiez, vous exercez, principalement en chirurgie de la cataracte et réfractive sur, l'Institut Voltaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer justement cette clinique? Bah, la réfractive, moi, c'est ma formation, hein. J'ai été chef de clinique, puis, praticien hospitalier à l'hôpital, d'instruction des armées de Percy, à Clamart. Donc on avait une activité de réfractive, très intense, avec des staffs, avec voilà, une vraie équipe dédiée à la chirurgie réfractive. C'était passionnant et j'y vais encore un petit peu d'ailleurs de temps en temps. Je garde des vacations là-bas, mais pas pour la réfractive, pour des chirurgies un peu plus complexes et donc la chirurgie réfractive, moi, j'ai été, formé à ça. C'est quelque chose qui me passionne et donc j'ai eu ce projet d'installation. On s'est con Après c'est une rencontre, hein. J'ai rencontré le docteur Nicolo, Romain qui est mon associé et ami et avec qui on a décidé de créer cet institut. Alors, les bases, c'était de dire: «On va créer quelque chose à l'est de Paris», puisque aujourd'hui les principales cliniques de réfractive sont à l'ouest, donc il y a un besoin à l'est. Ça correspond à notre domaine, à notre lieu d'exercice aussi, hein, on est plutôt tourné vers l'est. Et puis aussi essayer de faire quelque chose à taille humaine. Notre clinique, c'est vraiment, une petite clinique familiale avec un staff qui est, tout est tourné pour le confort du patient, pour le confort du chirurgien. Donc c'était, aussi pouvoir, avoir cette aventure, avec Romain, dédiée aux patients, à la chirurgie, au laser de qualité avec une structure à taille humaine, quoi. D'accord, OK. Et donc du coup, les consultations plus classiques, hein, en vue d'une chirurgie de la cataracte, vous les faites maintenant chez Retinac, chez Mathieu Lehmann. Qu'est-ce qui vous a poussé également à faire ce choix? Alors je l'ai fait aussi, à Voltaire, enfin je fais quelques consultations de cataracte parfois à Voltaire. C'est surtout de la réfractive, mais voilà. Et donc à Retinax, en fait, moi je connais Mathieu, on se connaît, on est à peu près de la même génération et enfin, on est de la même génération, à peu près la même année et Mathieu, donc c'est quelqu'un de formidable qui est à la fois entrepreneur, mais c'est aussi un excellent médecin et chirurgien et donc j'ai eu confiance en lui pour aller, m'associer à cette activité qu'il était en train de créer avec Bénédicte Dupas, Laura Moyal, Cyril Hamoud et donc voilà, c'est une super équipe, donc j'étais attiré par cette association et moi, il faut que je garde quand même une activité de consultation, pour, mes patients chroniques que je suis, pour les DMLA, pour les diabètes, pour les autres pathologies et donc il fallait que j'ai un lieu de consultation. Alors le COS qui est à Voltaire et donc Retinax maintenant, qui est intégré à Retinax, c'est vraiment une structure d'excellence avec du matériel de pointe, avec une équipe à la pointe aussi. On a un spécialiste reconnu pour chaque domaine de l'ophtalmologie à disposition, heu et heu
et donc c'est voilà, avoir les capacités de pouvoir évoluer avec du matériel et du personnel et des collègues, de qualité, enfin excellents. Donc c'est ça qui m'a attiré, chez, Mathieu. D'accord. Hem, Autre chose complètement différent, peut-être une passion, vous allez nous dire, vous avez créé un podcast ophtalmo, d'où alors c'est très à la mode, hein, depuis quelques années. Ça permet évidemment de se renforcer ses connaissances, éventuellement de transmettre. J'imagine que c'est un petit peu ça l'objectif. Racontez-nous. Alors ophtalmo, ouais, c'est aussi alors c'est pas une rencontre parce que c'est quelqu'un que je connaissais déjà très bien, c'est Maxime Delbarre qui est un ami avec qui j'étais chef à Percy. Et donc avec Maxime, on s'est dit alors on aime tous les 2 beaucoup les podcasts. Moi, je suis fan d'un podcast qui s'appelle Affaires sensibles que vous connaissez peut-être, bon qui est très connu. Il y en a d'autres, j'ai écouté, le vôtre aussi qui est super et donc voilà, les podcasts, c'est un format que j'aime beaucoup, Maxime aussi et on s'est dit qu'effectivement, il y avait pas de podcast sur l'ophtalmologie en francophone, enfin francophone et donc on s'est dit: «Pourquoi pas en créer un?» Avec nos contacts, on pourrait avoir, des excellents intervenants et donc on s'est lancé, c'est quelque chose qui est, purement bénévole. Il y a pas de lien financier particulier. C'est vraiment notre passion, c'est d'arriver avec, notre, micro. Alors depuis, on a investi un peu, mais au début, c'était vraiment on était voilà, c'était très débutant. On avait du matériel, un peu roots, mais c'était très rigolo et puis on faisait notre montage nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui nous fait marrer, quoi et donc on a commencé avec quelques podcasts hyper intéressants, les premiers épisodes et on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était non seulement une idée sympa, mais c'était en plus une bonne idée et ça rendait hyper bien. En tout cas, c'est notre point de vue. On a aujourd'hui énormément d'auditeurs. C'est un podcast qui marche très, très bien. On est très heureux et on arrive à avoir des invités, de qualité. Là, on a une super rentrée avec plein d'épisodes passionnants qu'on est en train d'enregistrer et donc c'était, au début un peu pour rigoler et pour voir et maintenant c'est vraiment une passion. Aujourd'hui, je pense que c'est une des activités, dans tout ce que je fais qui me passionne le plus. C'est vraiment, passionnant. Ah, j'imagine, parce que c'est vrai que ce qui est super intéressant dans votre podcast, qui est complètement différent du mien, hein, parce que le mien, c'est vraiment, on s'intéresse à l'ophtalmologie, mais plutôt en périphérie, hein, l'organisationnel, et cetera, les initiatives. Mais vous, c'est vraiment quelque chose qui doit être une mine d'or pour un interne ou pour un jeune médecin. Ouais, tout à fait. C'est vraiment dédié à tout le monde, hein. C'est-à-dire que, là, on a fait 3 épisodes avec professeur Labbé sur le glaucome. Vous connaissez sans doute, on connaît tous les gens qui ont du glaucome sont souvent très renseignés, un peu inquiets, ils ont peur de ce que va évoluer et donc ils connaissent plein de choses. Et ben, par exemple, un patient peut tout à fait écouter l'épisode du professeur Labbé pour comprendre mieux sa maladie. Ça peut aussi être un médecin, généraliste ou un autre spécialité qui va lui, vouloir en savoir plus, sur ce domaine, précis de l'ophtalmologie et puis c'est évidemment, pour nous tous, hein. Moi, quand j'enregistre ces podcasts, j'apprends plein de trucs. Là, avec professeur Labbé, bon, moi, le glaucome, je comme tout le monde, j'ai beaucoup appris, hein, là-dessus, je connais, mais c'est pas mon cœur de métier. Mais j'ai appris plein de trucs, c'est vraiment passionnant. Donc c'est aussi, pour les ophtalmos débutants, pour les ophtalmos confirmés, c'est vraiment pour tout le monde, hein. D'accord, ouais, donc une cible, très large, y compris le grand public. Je vous comprends dans la passion parce que c'est vrai qu'en effet, moi je suis à la base consultant, mais c'est vrai que, réaliser ces podcasts, pour moi, c'est toujours une récréation parce que alors outre, le travail de montage qu'il peut y avoir derrière et cetera, mais ce qui est super agréable, c'est que, bah, on rencontre des gens, qui vont nous apprendre des choses et on sait qu'on sortira, du podcast avec quelque chose en plus, qui va nous permettre d'être meilleurs, quoi. Donc c'est vraiment, en effet, je vous rejoins là-dessus. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous êtes également, cofondateur et président, de l'ONG Terre d'Ophtalmo. Racontez-nous un petit peu le projet de cette ONG. Alors Terre d'Ophtalmo, voilà, on a un groupe de collègues et amis. Moi, j'étais donc, je vous retrace ça depuis le début. Donc j'étais, chef à Percy, grâce à cette expérience de mon clinica à Percy, j'ai eu la chance, de pouvoir partir en OPEX, donc opération extérieure en Afghanistan et donc je suis parti, quelques mois et c'était, passionnant. C'était une expérience très enrichissante, un peu dure, mais très enrichissante et donc je suis revenu de cette expérience en me disant: «Il faut que voilà, faut que je trouve une manière de, pouvoir, revivre, à minima ça, alors sans les dangers». Et faut savoir qu'en Afghanistan, moi, on traitait surtout les Afghans, hein, donc c'était, quasiment de la médecine humanitaire, même si on était payé, c'était dans un cadre, différent. Donc après, je suis beaucoup parti avec d'autres associations, avec Pour les yeux du monde, notamment au Cambodge, puis, à Madagascar plusieurs fois, qui est une excellente association
ONG, avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités. Ensuite, je suis parti aussi au Bangladesh, je suis parti dans d'autres pays et j'ai beaucoup appris et humainement, j'ai beaucoup découvert et je suis parti avec des amis aussi, avec un groupe d'amis, plusieurs fois et en fait, petit à petit, on s'est retrouvé avec un groupe d'amis à partir souvent. On s'est dit: «Bah, pourquoi pas monter une ONG avec un objectif un peu différent de ce qu'on avait vu nous», c'est-à-dire, surtout axer notre, action sur la formation, le transfert de compétences, pour pouvoir autonomiser les sites, de mission où on est amené à être projeté. L'objectif étant effectivement de ne pas créer de dépendance, sur les sites de mission. Parce qu'en fait, quand on vient opérer, quand on a des médecins étrangers qui viennent opérer sur un site de mission, des patients, de manière qualitative, gratuite, en fait, ça désintéresse les ophtalmos locaux qui, eux, du coup, n'opèrent pas ces patients. Les patients, ensuite, s'attendent à être opérés gratuitement et donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est au contraire impliquer les locaux, nous opérer et agir uniquement si on est avec des locaux et puis aussi avoir un projet à moyen et long terme pour, arriver in fine à l'autonomie, quoi. Donc c'est un peu là-dessus qu'on s'est développé et puis, voilà, après c'est aussi, tout simplement une histoire de groupe de copains. L'association, on l'a créée autour d'un dîner hyper sympa dans un resto parisien où on s'est retrouvés et c'est comme ça que ça a démarré au tout début. Et aujourd'hui, voilà, on agit, donc on a commencé, avec le Maroc, mais en fait, les besoins n'étaient pas forcément très liés à nos objectifs. Ensuite, on est allé aux Comores, là où on agit toujours. On est aussi à Madagascar, maintenant on est, depuis peu, au Sénégal et voilà, on se développe doucement. Le but est pas d'aller, partout. Le but, c'est de pouvoir, aussi, assumer nos partenariats et pouvoir, être là quand on a besoin de nous et ne pas, se disperser trop. Mais voilà, on se développe doucement et c'est passionnant. D'accord. Vous êtes en recherche actuellement de médecins, d'orthoptistes pour une prochaine mission? Oui, alors les médecins, médecins orthoptistes, on a pas mal de candidatures. Après, nous, il y a une chose qui nous serait très utile, mais bon, ça, on va trouver et il suffit aussi de se développer là-dessus, c'est d'avoir un administratif bénévole qui puisse un peu faire le support, sur la communication, sur, la recherche de financement, sur voilà, ça demande beaucoup de temps et en fait, c'est surtout ça qui pêche, c'est-à-dire que du temps, on n'en a pas, personne n'en a et donc en fait, on essaye de trouver ce temps, entre 2 moments, voilà, mais voilà, donc ça, un administratif, ça en aura besoin. On va bientôt, je pense que c'est l'objectif de cette année, de trouver quelqu'un qui puisse nous aider là-dessus. Après pour les médecins orthoptistes, oui, on a besoin. Là, on va signer très prochainement un partenariat avec l'hôpital des 15-20, pour justement avoir, accès à, donc le but du partenariat, ça sera éventuellement, enfin à voir, mais c'est de pouvoir, proposer aux orthoptistes et infirmiers des 15-20 de partir, avec nous en mission, avec des vacances, enfin sans que ce soit pris sur leur congé, parce que ça vient de la direction des 15-20 et puis aussi avec des billets défrayés. Donc ça serait super. Aujourd'hui, nous, en tant qu'association, en tant qu'ONG, on a le pouvoir de réaliser des reçus fiscaux, donc qui permettent de défiscaliser toutes les dépenses qui sont faites, dans le cadre des missions humanitaires. Mais ça rembourse, ça fait des économies d'impôts de 66 et donc ça fait quand même 33 et il faut débourser 100 et on est remboursé de 60 l'année d'après. Donc c'est quand même des grosses sommes. Quand on va aux Comores, c'est des billets qui sont pas forcément, donnés, par exemple. Donc ça serait chouette de pouvoir avoir dans ce partenariat, notamment le défraiement des infirmiers orthoptistes et puis pour les médecins, on est toujours en recherche, surtout maintenant qu'on a développé différents sites de mission. D'accord, très bien. Heu, je la connais pas la différence, peut-être que vous la connaissez pas non plus d'ailleurs. La différence entre ONG et association? Alors nous, on est une association de loi 1901, donc c'est une association, à but non lucratif. Donc ça, c'est dans le droit français et après ONG, c'est organisation non gouvernementale, donc il y a différents types d'ONG et ça, c'est un terme un peu plus, international, c'est NGO en anglais et donc voilà. En France, en tout cas, c'est l'association loi 1901, mais il y a des équivalents dans les autres pays. D'accord, OK. Je reviens sur quelque chose, dont, vous nous avez parlé et j'ai pas rebondi à ce moment-là, c'est quelle est la différence finalement pour un interne d'être formé dans un hôpital militaire ou dans un CHU, assez classiquement finalement? Bah, il y a pas réellement de différence. Ça a beaucoup évolué, en fait, le cursus militaire. Avant, les militaires devaient faire médecine générale, donc y compris l'internat. Ils devenaient médecins généralistes et après, ils passaient une spécialité. Donc c'est des gens qui étaient diplômés, âgés, hein, enfin déjà âgés, je veux dire 35 ans, ils commençaient, leur activité d'ophtalmo, en tant que chef.
Aujourd'hui, le cursus est très similaire, la différence surtout principale, c'est que les militaires sont engagés dans un cursus et donc doivent rendre des années, à l'armée et une fois qu'ils sont diplômés, ils doivent continuer à bosser, dans les hôpitaux militaires. Mais sinon, le cursus en lui-même, ils ont, aussi des stages dans les hôpitaux civils et voilà. Mmh. D'accord, OK, merci. On le voit, hein, l'ophtalmologie, évolue énormément. L'IA, toute l'organisation en fait, hein. À l'époque, il y avait, des délais qui étaient vraiment importants. Maintenant, ils sont énormément descendus également. Parfois, il y a des villes où, il y a quasiment plus de délais. Comment est-ce que vous voyez ces phénomènes, on va dire, actuels qui se produisent? Bah, c'est en pleine mutation, hein. Après, ce que je vois, ce qu'on a vu là tous récemment, c'est, qu'il y a certains centres qui ont été fermés. En fait, la vraie modification, c'est le travail aidé, avec, des orthoptistes ou des optométristes et donc, après avec certains centres qui ont fait monter, les enchères sur les salaires, ça a modifié aussi, ce travail aidé. Heu donc, là aujourd'hui, on revient à un équilibre un petit peu, comme il avait pu être au début du travail aidé peut-être que les délais diminuent, c'est vraiment à l'avantage du patient, au bénéfice du patient, donc c'est vraiment super. Après, c'est vrai que si on voit plus largement, vous parliez d'IA, moi, c'est ma théorie, après elle est basée uniquement sur mon ressenti, mais je pense que l'intelligence artificielle, et en tout cas le développement des différentes technologies va permettre à moyen et long terme de remplacer beaucoup de tâches de l'ophtalmologie habituelle et courante et donc il restera comme spécificité, surtout la chirurgie. C'est là que la plus-value, humaine va se faire. Après, on est encore loin de ce moment-là et aujourd'hui, un ophtalmo a toute sa a encore, il y a encore nécessité d'avoir des ophtalmologistes. Et après pour les délais, bah, tant mieux, hein, si les délais se raccourcissent, je pense qu'on peut pas s'en plaindre et les patients non plus. Donc c'est plutôt une bonne chose. D'accord. On voit, à l'étranger, notamment, en Angleterre, aux États-Unis, c'est un modèle plutôt, anglo-saxon, les optométristes qui sont employés, principalement, les orthoptistes n'existent quasiment pas, ou en tout cas, ils sont présents que dans les hôpitaux. Vous, en chirurgie réfractive, souvent, vous faites appel à des optométristes. Comment est-ce que vous voyez un petit peu cette dualité en France? Même si le choix a été fait clairement, hein, par les ophtalmologues de se servir d'orthoptistes plutôt que d'optométristes, puisque l'optométrie n'existe pas en France. Comment est-ce que vous le gérez? Puisque j'imagine que vous devez avoir des optométristes à l'Institut Voltaire et peut-être de l'autre côté aussi des orthoptistes. Oui, alors c'est pas le même métier, hein. C'est vrai que, l'orthoptie, c'est un métier qui est beaucoup plus complet avec, enfin, il me semble, hein. Moi, je connais, pas parfaitement les filières, hein. Je pourrais pas répondre de manière, très précise, mais il me semble que c'est plus complet avec tout l'aspect justement du bilan orthoptique, du champ visuel. Après, il y a des délégations de tâches qui peuvent être faites, qui sont très techniques, nous, c'est vrai les optométristes, on travaille avec des optométristes à Voltaire qui sont, extrêmement performants et donc pour les bilans préopératoires, pour la réalisation de topographie, de biométrie, de microscopie spéculaire, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec des optométristes. Mais après, je pense que c'est pas tout à fait le même métier, donc c'est pas la même durée de formation non plus. Donc voilà, ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, dernière question, assez traditionnelle aussi. Quel conseil donneriez-vous à un ophtalmologiste qui, est en fin d'internat, en fin de clinica et qui va, vouloir s'installer? Le conseil que je donnerais, c'est de pas se précipiter, de ne faire attention à ces associations, en fait, hein. Je pense qu'il faut vraiment s'associer, en étant sûr de soi, quitte à prendre le temps. On a la chance d'avoir un métier qui ne nécessite pas forcément de développer des patientèles tout de suite pour que ce soit efficient dans 10-15 ans. C'est un métier, l'ophtalmologie, qui marche bien en France. Donc, je voilà. L'autre conseil que je donnerais, c'est d'aller vers ce qui nous fait plaisir. On a tellement le choix, il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'il faut vraiment se sentir bien avec son projet, voilà. Ça peut aussi être évolutif, hein. Moi, ça a beaucoup évolué et aujourd'hui, je pense que j'ai une activité qui me plaît beaucoup, qui est divisée entre voilà, l'ONG, Institut Voltaire et Tinax et mon podcast. Donc voilà, j'ai moi choisi ça mais tout est possible et il faut vraiment, ne se fermer aucune porte parce que, tout est possible, ouais. D'accord, donc prendre son temps et allier, plaisir et travail. Exactement.
Eh bien, écoutez, merci docteur Rambaud pour votre présence et pour toutes vos réponses qui nous a éclairé, notamment sur votre ONG. Et j'espère que vous aurez tout ce que vous allez retrouver, notamment votre fameux administratif, pour vous gérer un petit peu tout ça. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que l'investissement du docteur Rambaud dans l'humanitaire vous aura envie de vous investir à votre tour. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.